Donc ça doit être le petit 2. Petit 2 ici, donc de ce troisième temps. Je vous rappelle, troisième temps, action d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée périodique. On a rappelé hier ensemble les caractéristiques principales d'un signal périodique, que sont valeur moyenne, valeur efficace pour un signal sinusoïdal et un signal créneau. Maintenant, ce qu'on va faire, je vais vous présenter assez rapidement ici ce qu'on appelle la décomposition en série de Fourier d'un signal périodique. On y va, petit 2. Petit 2, on y va. Bon, pareil, ceux qui sont en distance, vous me le dites, hein, si j'écris pas si grand, ici au tableau. Donc, décomposition en série de Fourier. Donc, décomposition en série de Fourier. Voilà. D'un signal périodique. Donc, décomposition ici d'un signal périodique. Alors, donc ça pour vous, par contre, c'est une nouveauté aujourd'hui, d'accord? Voilà. Et on va introduire cette décomposition en série de Fourier d'un signal périodique. Donc, premier temps, définition. On va la définir justement. Donc, petit a, définition. Définition. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que mathématiquement, alors sous certaines bonnes hypothèses à vérifier, mais ce n'est pas le thème du cours, on vous verra ça en maths la prochaine, tout signal périodique de période t peut être décomposé, peut être vu comme une somme de signaux sinusoïdaux. D'accord? Donc ça on va le noter, il faut retenir. Donc tout signal ici, périodique, de période t, de période grand T, donc la période temporelle, on l'a vu, de fréquence f égale 1 sur t. Donc la fréquence associée, je vous rappelle, f égale 1 sur t. Donc tout signal périodique. Donc des exemples, les signaux créneaux et triangulaires. D'accord? Autre que sinusoïdaux, on a également des signaux créneaux et triangulaires qui sont des signaux entrées, par exemple, périodiques. Alors il faut savoir que tout signal périodique de période t de fréquence f égale 1 sur t peut s'écrire, comme je vous l'ai dit, finalement, comme une somme de signaux sinusoïdaux. Donc peut s'écrire ici comme une somme de signaux sinusoïdaux, comme une somme ici de signaux sinusoïdaux. Voilà. Donc, très important. Donc ce signal périodique peut être vu comme une somme de signaux sinusoïdaux de fréquence ici multiple de la fréquence f ici. Donc de fréquence ici, je notais n f. Donc très important de voir ça, vous le savez depuis la terminale, hein, les harmoniques, rappelez-vous de rang n qui vibrent à la fréquence nf. D'accord? Donc la fréquence nf, et cela constitue, en constituant le développement en série de Fourier. Donc constituant le développement en série de Fourier. Constituant le développement en série de Fourier. Alors ce qu'on appellera également, souvent on verra, on va faire une fiche résumée après, le DSF comme développement en série de Fourier. Alors ce développement en série de Fourier, je vais noter ici la relation en bas, donc E de t. Alors E de t, pour moi E de t, ça sera E comme entrée, ça sera votre signal d'entrée. Condition très importante, il faut que ce signal d'entrée soit périodique. De période grand T, de fréquence f égale 1 sur t. Et finalement, le développement en série de Fourier dit que E de t peut être vu sous une somme. D'accord? Donc je vais ici extraire l'information sur, vous voyez, E0. Alors E0, on l'a rencontré hier ensemble, ce qu'on appelle la valeur moyenne. C'est la valeur moyenne du signal périodique, hein, que vous savez calculer sur un signal purement sinusoïdal ou sur un signal créneau. Donc E0, c'est la valeur moyenne, je le rajouterai après. Et ensuite vient cette somme infinie. Alors, ça sera une somme discrète, un sigma, plus sa somme ici sur n, allant de 1 à plus infini, de 1 à plus infini. De quoi? Alors attention, je vais mettre E indice n. Je mets un E majuscule et un n en indice. Faites attention, c'est pas E fois n. C'est pas E fois n, c'est E indice n. Cos crochet de 2pi ici. Alors, oméga, vous savez qu'oméga c'est 2pi, donc 2pi f. Mais attention, la fréquence, ça sera f indice n. Donc attention à ceux qui sont à distance.
dans le crochet, dans l'argument du cos, je mets cos 2pi fnt, où le n est en indice du f, hein, c'est la fréquence du nème harmonique, hein, je vous rappelle, plus un phi majuscule, même chose, indice n, et ça j'encadre, ça constitue ce qu'on appelle le développement en série de Fourier du signal d'entrée périodique. Donc là par contre je vais expliciter chacun des termes. Le premier terme, on y va. Alors E0, c'est ce qu'on a vu hier, ça c'est la moyenne temporelle. D'accord, E0, ça c'est la moyenne temporelle. Donc je peux mettre entre crochets également E de t. Ça c'est 1 sur t ici, et je vais intégrer sur une période temporelle t, de t0 à t0 plus t, E de t dt. D'accord, ça c'est la valeur moyenne ici du signal d'entrée E de t. Donc la valeur moyenne ici du signal E de t. D'accord, voilà. Donc la valeur moyenne, on dit également c'est la composante ici à fréquence nulle. D'accord, donc la valeur moyenne du signal ici E de t. Donc premier terme. Ensuite, ce qui est important, mais ça je pense que certains l'ont vu déjà l'année dernière en spécialité physique, ce qui est sous la somme, vous voyez le En cos 2pi fnt plus 8n, ça c'est quoi finalement? Ça c'est l'harmonique de rang n. D'accord, donc je note ce terme là qui est sous la somme. Donc le terme en E, n, donc j'insiste bien, j'essaie d'écrire un peu plus grand, cos 2pi fn de t plus phi indice n, ça, je pense que vous connaissez le nom, ça c'est l'harmonique de rang n. L'harmonique de rang n, caractérisée par une amplitude En, une fréquence f indice n et une phase à l'origine, d'accord, phi indice n. Donc ça, ce terme-là, c'est ce qu'on appelle l'harmonique ici de rang n. Donc l'harmonique de rang n, voilà, ici. Il est caractérisé par quoi? Il est caractérisé par une fréquence et une amplitude déjà. Donc d'amplitude En, donc d'amplitude E indice n. Je peux mettre ici, voilà, un petit encart ici. Donc l'harmonique de rang n possède une amplitude E indice n, d'accord, et c'est-à-dire cette information qu'on va retrouver dans un spectre en amplitude. Un spectre en amplitude va vous représenter l'amplitude En de l'harmonique de rang n en fonction de la fréquence considérée. Alors l'amplitude et la fréquence. La fréquence, ça sera f indice n, très bien. Donc la fréquence, ici, f indice n. Alors ça, faites attention, mais ça vous le connaissez. F indice n sera une fréquence multiple de la fréquence f de départ ici. C'est-à-dire que f indice n, c'est nf. D'accord, je vous rappelle que la fréquence du nème harmonique, c'est n fois la fréquence du signal d'entrée périodique. D'accord, et phi n, c'est la phase à l'origine. D'accord, donc de phase ici initiale. D'accord, la phase à l'origine des temps, la phase initiale, qui sera notée avec un grand phi n. D'accord, voilà, donc là je caractérise le terme qui est sous la somme, c'est l'harmonique de rang n. D'accord, et ce que vous savez certainement, si on remplace n par 1, l'harmonique de rang 1, il porte un nom particulier, je pense que vous le connaissez, ce qu'on appelle le fondamental. Donc ça, on va le noter également en dessous. Donc le fondamental, ici, le fondamental est en fait, ici, l'harmonique de rang 1. Donc c'est l'harmonique, ici, de rang n, ici, égale à 1. J'écris ici, de rang n égale à 1. Tel que, voilà, ce soit la fonction qui a tout t, une fonction qui a tout t, associe finalement, donc le fondamental, ce sera la fonction E1, donc on aura E ici, indice 1, donc je vais mettre ici en bleu, pour bien représenter le fait qu'on est en fondamental, cos, donc 2pi f1, donc 2pi f indice 1, n'oubliez pas la dépendance temporelle, plus un phi majuscule, indicé par 1 également. D'accord, ça c'est l'harmonique de rang 1, c'est le fondamental. Donc voilà, ça c'est la base de ce qu'il faut connaître en électrocinétique sur le développement en série de Fourier d'un signal d'entrée périodique. Alors ça, il faut bien avoir en tête que, on va voir juste après, un créneau, un signal créneau peut être vu comme une somme, ici, assez importante, de signaux sinusoïdaux. D'accord ? Alors ça, on va le mettre en application tout de suite. Dans un deuxième temps, vous connaissez la notion, ce qu'on appelle le spectre en amplitude. Et ça, on en aura besoin pour nous. C'est très concret. Donc, deuxième temps,
spectre en amplitude d'un signal périodique. Et on va prendre un exemple, le cas d'un signal créneau impair de valeur moyenne nulle. D'accord? Donc on y va. Petit b, spectre ici en amplitude. Spectre en amplitude. Alors ça pareil, même dans le tronc commun, en terminale S, vous avez parlé de spectre de Fourier. Oui, j'ai spectre en plus, c'est un spectre de Fourier. Spectre de Fourier en amplitude, ça c'est sûr. Alors pour vous, c'est quoi? Ça, je pense que vous voyez comme étant des barres verticales de longueur EN placées aux fréquences FN. Tout simplement, ce sont des barres verticales, on peut peut-être le rappeler. Donc pour vous, ce sont, je mets entre guillemets, chaîne de caractères. Chaîne de caractères. Donc on a des barres verticales, d'accord? Donc barres verticales, ici, de longueur EN, de longueur ici E indice N, placées, donc ce sont des barres placées aux fréquences F indice N égale NF. D'accord? F indice N égale NF. D'accord? Voilà. Ça c'est très important ici. Voilà. Alors là, donc pareil, chaîne de caractère, j'oublie pas de la terminer ici également à droite, un guillemet, donc apostrophe guillemet, hein, d'accord? Vous savez? Bon. Bien. Par contre, bon, spectre en amplitude, donc je vais un exemple. On va prendre le cas tracé, on va tracer le spectre, du spectre, voilà, de Fourier en amplitude, spectre de Fourier en amplitude d'un signal créneau, ici impair, de moyenne, ici nulle. Donc d'un signal créneau. Alors ce signal créneau, il est comment? Il est impair. Il est impair et sa valeur moyenne nulle. Vous voyez déjà là, quand même pas mal d'informations dans le ici, hein, dans cette étude de fonction. Donc on veut tracer un spectre de Fourier. Donc on va placer les barres verticales de longueur EN aux fréquences FN. Donc spectre de Fourier d'amplitude d'un signal créneau, d'accord, impair, et de valeur moyenne nulle. Donc de valeur moyenne ici nulle. Bon, pareil. Donc là, voilà, je souligne. Alors, déjà, graphiquement, on va déjà représenter ce qu'est un signal créneau impair. Donc là, c'est une fonction E de t qui est définie sur une période. Donc on va prendre un état haut, moins A, un état bas, un état haut, pardon, plus A, un état bas, moins A. D'accord? Et on va considérer ici un état haut sur une demi-période positive. Donc si t appartient ici à 0, t sur 2, on sera dans l'état haut. Sinon, si t, donc pour que ce soit impair, il faut que ça appartienne à moins t sur 2, 0. D'accord? Pour que ce signal créneau soit impair. Donc voilà, donc ça c'est défini sur une période. Donc on définit ce signal ici d'entrée sur une période temporelle grand T. D'accord? Alors ça, graphiquement, je vais mettre à droite. Donc c'est bien un signal d'entrée qui est périodique, non sinusoïdal. Un signal créneau, c'est un signal d'entrée qui est périodique, mais qui n'est pas sinusoïdal. Et le développement en série de Fourier vous dit que ce signal créneau peut être vu comme une somme infinie de fonctions sinusoïdales. C'est ça l'intérêt. Et je vous rappelle que graphiquement, on va représenter cette fonction E de t. E de t, donc déjà sur la période indiquée, donc je place 0. Je vais placer symétriquement ici t sur 2 et moins t sur 2. Je vais placer l'état haut d'amplitude A, l'état bas d'amplitude moins A. D'accord? Donc je place ici symétriquement, voilà mes demi-périodes, t sur 2 moins t sur 2, l'état haut d'amplitude A. Donc E de t vaut A, un plateau à A, on va dire à A volts. Si t appartient à 0 t sur 2, donc je suis là, haut, d'accord? Très bien. Par contre, ici, moins A si t appartient à 0 moins t sur 2. Donc avec toujours des mêmes discontinuités. Hein. Ici, discontinuité, ici directement aux bornes de chaque intervalle. Voilà, donc après je descends également ici, voilà. Et je retrouve, vous voyez, un état bas. Je remonte ici, hop, comme ceci, et je retrouve là-haut un état haut. D'accord? Voilà. Et là, on vérifie bien qu'on a un signal d'entrée périodique, non sinusoïdal, de valeur moyenne nulle. En effet,
l'air sous la courbe, cette demi-période-là, est exactement compensé par l'air sous la courbe sur cette demi-période possible-là. On a bien, vous voyez, représenté. Alors, je n'ai pas fait, vous voyez, j'ai représenté sur moins tt directement. Et là, on voit bien qu'on a une valeur moyenne qui est nulle. On a bien un effet de compensation entre cette partie-là et cette partie-là. D'accord? Bon, moi, ce qui m'intéresse, c'est voilà, c'est développement cette fois. Alors ça, par contre, on ne le montrera pas. On va vous le donner. Je vais vous donner le développement de cette Fourier. C'est-à-dire que ça, avec ça, on ne va pas faire grand-chose. C'est-à-dire que ça, on va l'injecter. Il faut bien comprendre, hein, bien comprendre ce que l'on fait. Ce signal d'entrée-là, qui est périodique non sinusoïdal, je vais le noter, c'est bien un signal qui est périodique, hein, périodique, ici, mais qui est non sinusoïdal. Et en fait, on va l'injecter à l'entrée du filtre. Et on va donc étudier la réponse de ce filtre linéaire à cette entrée périodique non sinusoïdale. Avec ça, on ne va pas faire grand-chose. Par contre, on va faire plus de choses avec son développement en série de Fourier. Et là, je vais vous le donner. N'est pas le calculer, ce n'est plus au programme. C'est très long, d'accord? Donc là, on va vous donner, je vous donnerai dans le problème le développement en série de Fourier. Il faudra savoir l'exploiter, d'accord? Pour étudier son passage au travers du filtre, d'accord? Donc là, on donne, et j'insiste sur on donne, ou bien autrement dit, on admet ici le développement en série de Fourier, d'accord, du signal étudié, d'accord, donc je répète, hein, c'est un signal créneau ici impair de valeur moyenne nulle, donc on va vous le donner ici, voilà, et j'insiste sur, voilà, on donne, on admet. Alors je vais le reprendre ici, même moi je ne le connais pas forcément par cœur, donc on aura ici, j'aurai la place plutôt ici, E de t. Alors là il y a une somme. Alors il se peut que l'indice ait changé. Ça ne sera pas une somme sur ici n allant de 1 à plus infini. Là c'est une somme allant de p à 0 à plus infini. Mais ça ne va pas vous perturber. Justement, je fais exprès. Des fois on change d'indice, on fait une somme sur p allant de 0 à plus infini, alors que par avant on faisait une somme sur n allant de 1 à plus infini. Donc somme sur p allant de 0 à plus infini de quoi? De 4a sur pi, d'accord? Sinus de quoi? Sinus ici de 2p plus 1, sinus 2p plus 1, oméga ici, oméga t. Donc je vais mettre un crochet en plus, je vais mettre un crochet, d'accord? Et je divise par 2p plus 1. D'accord? Voilà, donc ça, on va vous le donner. C'est-à-dire qu'un signal créneau, formellement, c'est un état haut, un état bas. Oui. Mais comme c'est une fonction qui est grande et périodique, on peut après calcul, ça se calcule. Il y a ce qu'on appelle des coefficients de Fourier qui sont hors programme pour nous. Hein, d'accord? Vous ferez 100 maths la prochaine. Moi, je vous donnerai ceci. Ça, il faut savoir l'exploiter. D'accord? Ça, déjà, ce qu'on peut faire, c'est remplacer oméga par 2pi. C'est-à-dire que ça, c'est quoi? Ça, c'est une somme sur un indice P allant de 0 à plus infini, P est entier. Hein. P est égal à 0, 1, 2, 3, 4, 5. Hein, d'accord? De 4A sur pi, ici, du sinus. Donc 2p plus 1, je ne touche pas. Alors 2p plus 1, vous l'avez peut-être remarqué, ça signifie que le développement de série de Fourier d'un signal créneau ici impair ne comporte que des harmoniques de rang impair. On n'a que des harmoniques de rang impair, hein, d'accord? J'espère que vous le voyez. Là, je remplace juste oméga par 2πf. Oméga, c'est 2πf, j'oublie pas la dépendance temporelle. Ouais. Je ferme le crochet et je divise par 2p plus 1. D'accord? Harmonique de rang impair. Et on voit que l'amplitude également décroît ici en 1 sur 2p plus 1. D'accord? Bien. Alors, ici, vous voyez, on a une somme de p égale à 0 plus 1. On n'ira jamais, rassurez-vous, en DS, on ne va jamais prendre la totalité de tous les termes. On va tronquer la somme, on aura une somme partielle. Donc, on va se limiter au premier terme de la somme. Vous voyez, ici, plus infini, on n'ira pas jusqu'à plus infini, évidemment. On va prendre, allez, au pire, les 4 premiers termes. Là, pour moi, pour cet exemple, je vais me limiter aux 3 premiers termes. Donc, en se limitant aux 3 premiers termes, on aura une expression non plus exacte, mais approchée de E de t. Donc, en se limitant ici, en se limitant aux 3 premiers termes, voilà, on obtient, voilà. Donc, on obtient une approximation du signal d'entrée
À savoir, on aura E de t, environ égal. Donc on y va, on aura E de t, environ égal à quoi? Alors déjà, 4a sur pi, c'est une constante. Je peux sortir cette somme. C'est pas genre, c'est indicé par p. Quand je dis une constante, 4a sur pi n'est pas indicé par p. Donc je peux sortir le 4a sur pi. Donc on aura 4a sur pi. Facteur de quoi? Je commence par p égale à 0. On y va. Si p est égal à 0, on aura 2 fois 0. Clément, on y va. Donc 2 fois 0. 0. 0 plus 1. Très bien, merci. Donc ça nous donne, premier terme pour p égale à 0. On aura quel terme? On aura le sinus en oméga t. Ça va? Donc on aura le terme en sinus oméga t. Et quand p égale à 0, 2p plus 1 vaut 1. Très bien. Bon, allez, je le fais, je divise par 1. Deuxième terme, p égale à 1. On continue Clément. 2 fois 1. 3, ça fait 3. Bien, on se comprend, d'accord? Ça fait 3 au final, hein, d'accord? 2 fois 1, 2. 2 plus 1, 3. Très bien, ça fait 3. Voilà, c'est bien. Donc sinus, vous voyez, c'est pas compliqué. 3 oméga t sur 3. Ouais. Et le dernier terme, sinus de 5 oméga t sur 5. Je m'arrête là et j'insiste, je vais mettre en rouge plutôt. Vous voyez, c'est environ égal. Je me limite aux 3 premiers termes. On va dire que ça ne va pas vous faire peur. Ça, vous aurez ça. C'est la deuxième partie du DS. Vous aurez ça. Vous aurez ça. Ça, je vous le donne. Attention, on vous donne cette relation-là. Maintenant, vous limiterez aux 3 premiers termes. Vous remplacez par exemple P ou N. Hein. Ça dépend, vous aurez des B à l'indice. On n'ira pas jusqu'à plus infini, on s'arrête aux 3 premiers termes. Maintenant, ce que je peux et ce que je vais sûrement vous demander, c'est de tracer le spectre, ici, en amplitude d'un tel signal. Donc on en déduit, ici, on en déduit le spectre en amplitude, donc le spectre de Fourier. Le spectre de Fourier, ici, en amplitude. Donc on va tracer les EN en fonction des fréquences correspondantes ici Fn. D'accord? Donc on y va, ça je vais percer. Donc tracer des EN. Alors pareil, ça, cette relation-là, il faut la voir comme la précédente, c'est E0 plus somme sur n allant de 1 plus infini des En cos n oméga t plus phi n. D'accord? Ça, il faut le voir, ça c'est le développement en série de Fourier, hein. Ça, on est bien d'accord. Hein. Ça c'est le développement en série de Fourier approché quand on prend les 3 premiers termes. Donc le spectre du Fourier, on y va. On va tracer, voilà, l'amplitude des harmoniques En, d'accord, pour les différentes fréquences F, d'accord. Donc je vais placer linéairement, donc je vais placer ma fréquence nulle, 0, donc j'aurai F, 2F, 3F, 4F, 5F. Et je vais placer des barres verticales, on l'a vu, hein, de longueur En aux abscisses Fn. Alors, ce qui est important de voir, ici déjà, est-ce qu'il y a une valeur moyenne? Est-ce qu'il y a une valeur moyenne? Déjà, on voit graphiquement, de toute façon, c'est écrit dans l'énoncé, valeur moyenne nulle. On vous dit dans l'énoncé, ça se voit sur le graphe, ça se voit, valeur moyenne nulle, on le voit ici. Hein. Valeur moyenne sur une période, vous voyez, il y a l'effet de compensation. Valeur moyenne nulle. Après, on le voit ici. La valeur moyenne, c'est la composante à fréquence nulle. Là, j'ai pas de fréquence nulle, j'en ai pas. D'accord? Donc la valeur moyenne, il n'y a pas de barre verticale. La valeur moyenne est nulle. Par contre, je vais quand même faire un point pour dire que je ne l'ai pas oublié et pour dire que j'ai vu que la valeur moyenne est nulle. Donc ici, je note en légende valeur, ici, moyenne nulle, ici. C'est dit dans l'énoncé, on le voit sur le graphe temporel et on le voit également dans le développement en série de Fourier. D'accord? Ok. Maintenant, je vais placer mes autres barres. On y va ensemble. Thomas, ici présent. Thomas, les autres barres, on y va. On regarde, à chaque composante spectrale, on regarde si c'est une fréquence une composante à la fréquence F, est-ce qu'une composante à la fréquence 2F, 3F, et on regarde l'amplitude qui est devant. D'accord? On y va. Est-ce qu'il y a une composante à la fréquence F, ou une composante oméga? Oméga, c'est 2πf. Hein. Oui, il y en a une. Et quelle est l'amplitude de cette composante? C'est 4A sur pi. Très bien. J'anticipe un peu pour voir un peu l'échelle respective en ordonnée. Est-ce qu'il y a une composante à 2F? Donc tout de suite, 2F, j'en ai pas. À 4F, je regarde, j'en ai pas. En fait, je vous l'ai dit tout à l'heure, le développement en série de Fourier d'un créneau ici, impair, ne comporte que des harmoniques de rang impair. 1, 3, 5. Ok.
Maintenant, regardez, l'harmonique de rang 1, il est en 4A sur pi. D'ailleurs, c'est le fondamental. L'harmonique de rang 3, il est 1 tiers, plus petit. L'harmonique de rang 5, il est 1/5 plus petit que le fondamental. Donc là, l'échelle, il faudra faire attention, je vais prendre ici directement le fondamental. Je vais le placer ici, à peu près. Voilà, donc une barre verticale, fondamentale, ici. Donc là, j'aurai E1. Donc là, c'est la hauteur de cette barre verticale. E1 qui vaut 4A sur pi. Ça va? Vous m'arrêtez, même ceux qui sont des sous, vous m'arrêtez, c'est un souci. Donc là, ça c'est le fondamental. Alors, j'ai plus de place pour mettre une légende. Je vais mettre au-dessus, ici, l'harmonique de rang 1, on l'a vu tout à l'heure, n égale à 1. Ça, c'est le fondamental. L'amplitude vaut 4A sur pi. Je suis à la fréquence F ou la pulsation oméga. D'accord, Thomas? En termes d'amplitude, ça va tout le temps être le fondamental, ça va tout le temps être le plus grand. Bah là, oui. Oui. Regarde, ce que tu divises par 2p plus 1. Et souvent, Ça dépend de la oui, DSF qu'on a. oui, et ça dépend du développement en série de Fourier, oui, oui. Oui. Et là, oui, on a une décroissance en 1 sur n, tout à fait. Donc là, l'harmonique de rang 2, j'ai rien. Donc pareil, il faudra bien analyser votre développement en série de Fourier. Souvent, je vais vous donner une somme compacte. Cette somme compacte, il faut la rendre concrète, c'est ça. Après, on analyse fondamental, harmonique de rang 3, de rang 5, et quelles sont les amplitudes. Là, j'ai 4A sur pi. Ensuite, j'ai un tiers de cette... Voilà, je ne ferai pas l'échelle. Je vais prendre un tiers de ça. Donc forcément, je vais casser un peu l'échelle sur l'échelle verticale ici, là, ici. Donc l'harmonique de rang 3, je vais placer arbitrairement ici. Donc je ne respecte pas l'échelle sur l'ordonnée. Là, j'ai l'harmonique de rang 3. Et je suis à 4A sur pi. Mais attention, divisé par 3. Sur 3 pi. Ouais. Et l'harmonique de rang 5, pareil. Je vais mettre ici, arbitrairement. Donc, d'amplitude E5, c'est 4A sur 5 pi. D'accord? Voilà. Donc, ce qu'il faut retenir, on le voit, c'est très important en TP, quand on parlera du développement en série de Fourier d'un signal créneau, il ne comportera que des harmoniques de rang impair, dont l'amplitude diminue en 1 sur n. D'accord? Donc, ici, ne contient, donc le spectre ne contient que des harmoniques de rang impair, ici, de rang impair, et dont l'amplitude diminue en 1 sur n. Et dont l'amplitude diminue en 1 sur n. D'accord? L'amplitude diminue en 1 sur n. Voilà. Bon, ça c'est la première partie. On s'intéresse au signal d'entrée. De toute façon, dans l'exo qu'on va faire après, on fera un exo juste derrière, on terminera par ça. La partie court est bientôt terminée, on fait un exo complet ensuite derrière sur cette application. Voilà. Donc on a un signal d'entrée, on a son développement en série de Fourier, et surtout on a son spectre de Fourier. Maintenant, ce qu'on fait, tout ça, ça passe au travers du filtre. Qu'est-ce qu'on obtient en sortie? Ça, c'est très intéressant. Donc c'est la dernière partie, c'est l'action d'un filtre linéaire sur un tel signal. Donc petit 3. Là, je peux effacer là également, parce que je vais faire quelque chose ici d'assez large. Alors oui, justement, comme ça sera ici un schéma, en fait là j'ai pratiquement rien noté en termes de phrases. Par contre, je vais faire un schéma aussi large que ça. Donc je vais demander pour cette troisième et dernière partie de cours, où il n'y a pas grand chose à donner, c'est surtout, vous voyez, un schéma amont, aval et filtre. Donc pour ceux qui sont en distance, d'accord, ceux qui sont présents, je vous conseille, non pas de faire ça, ça va être brouillon, mais plutôt ici, voilà, de prendre votre feuille dans ce sens-là pour pouvoir avoir toute la largeur. Sinon, ça va être illisible. D'accord? J'ai rien dit, mais s'il vous plaît, voilà, dans le sens de la largeur pour que vraiment ce soit visible pour vous. D'accord? Donc pour ceux qui sont en distance, c'est là pour le troisième temps. Moi, je vais prendre toute la largeur du tableau, quasiment même les deux tableaux. Donc action d'un filtre linéaire. Dernière partie. Action, voilà, d'un filtre linéaire, voilà, sur un signal d'entrée périodique. Action d'un filtre linéaire sur un signal d'entrée périodique. Sur un signal d'entrée périodique. Alors. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Je vous rappelle, le but, c'est d'injecter ici un signal d'entrée périodique qui n'est pas forcément sinusoïdal au travers d'un filtre linéaire. Je vous rappelle, un filtre linéaire
caractérisée par une fonction de transfert complexe, h bar de j oméga ou h bar de jx. Donc on va peut-être noter quand même deux petites phrases d'introduction tout en haut. Donc en utilisant, voilà, ici, donc j'écris relativement petit parce que j'aurai un schéma à faire en dessous. En utilisant la fonction de transfert en RSF, ici, du filtre linéaire. Donc la fonction de transfert ici, h bar de j oméga. Alors tout de suite, je vais donner la forme exponentielle de h bar. Rappelez-vous, c'était la première définition d'une fonction de transfert. Une fonction de transfert h bar, c'est quoi? C'est le gain j oméga exponentielle j phi oméga. Forme exponentielle bien complexe. H bar de j oméga, c'est g d'oméga. G d'oméga exponentielle j. Attention, je fais un petit fil. Ce petit fil ne sera pas à confondre avec le grand fil précédent du développement en série de Fourier. D'accord? Donc ça, c'est important. Je rappelle la fonction de transfert ici en RSF. Voilà. En RSF. Et quand on combine la fonction de transfert avec le développement en série de Fourier d'un signal d'entrée périodique, et ici le développement, donc quand on utilise, en utilisant d'une part la fonction de transfert et ici le développement en série de Fourier d'un signal ici périodique, donc là je continue sur toute la largeur d'un signal périodique, une fois qu'on a ces deux éléments en main, fonction de transfert, h bar de j oméga, c'est g d'oméga exponentielle j oméga, phi d'oméga, d'ailleurs on trouve le fait que g d'oméga, c'est module de h bar, phi d'oméga, c'est argument de h bar, c'est bien cohérent, d'accord? Qu'est-ce qu'on peut faire? Il est possible de prévoir la réponse, c'est ça qui est important, on peut prévoir, dans ce cas-là quand on a ces deux éléments en main, il devient possible alors de prévoir ici, voilà, alors c'est le but ultime de ce chapitre, de prévoir la réponse, donc la réponse du filtre linéaire, à quoi? À un signal d'entrée périodique non sinusoïdal. Donc il n'est pas forcément, quand je dis non sinusoïdal, c'est-à-dire qu'il n'est pas forcément signal d'entrée périodique et qui n'est pas forcément sinusoïdal. Donc moi je dis directement non sinusoïdal. D'accord? Voilà. C'est le cas d'un signal créneau ou d'un signal triangulaire. Ok. Là, c'est pour placer le contexte. Ok. Bon. Ce que je vais faire ici, d'un point de vue central, je vais placer comme d'habitude un bloc. Ce bloc, c'est quoi? C'est le filtre linéaire. Donc là, je vais placer mon bloc. On aura un filtre, ici, linéaire. Ce filtre linéaire est caractérisé par une fonction de transfert. Ça, c'est tout ce que vous savez faire jusqu'à présent. Ça, vous savez faire ça. Vous savez faire une description centrale d'un filtre linéaire qui a la pulsation de force h oméga, donc à la pulsation oméga, est caractérisé par une fonction de transfert h bar de j oméga. En effet, ce filtre linéaire, ici, caractérisé, je vais mettre en bleu, par, ici, une fonction de transfert h bar de j oméga, c'est le gain g exponentielle j phi de oméga. D'accord? Bien. Ce qu'on va faire, donc ça, vous le savez faire. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est la nouveauté aujourd'hui. C'est qu'on va injecter un signal d'entrée périodique de période t. Donc je vais mettre une flèche ici à peu près au milieu. Je vais mettre une phrase ici, donc un signal. J'injecte un signal d'entrée périodique, voilà, de période t, périodique de période t. Donc là, je mets une ligne, et en dessous, ce que je vais donner, et ce que je vous donnerai en DS le développement de série de Fourier. C'est-à-dire que là, je vais donner le développement de série de Fourier de E de t. Ce que je disais tout à l'heure, ça sera donc en développement de série de Fourier, ça sera E0 plus la somme allant de 1. Alors, ouais. Pas jusqu'à plus infini. Je l'ai dit tout à l'heure, en TD, en DS, on n'aurait pas étudié ici n allant de 1 plus infini. On va s'arrêter à grand N. Oui. Monsieur, ça c'est le schéma qui va prendre toute la place seulement. Non, ça c'est l'élément central, c'est ce qui est au centre. Ça c'est ça. J'en ai la moitié de la page, on a la moitié, je pense. Moi je suis à la moitié. Là je suis à la moitié. Et en dessous, je vais faire un tracé de spectre. D'accord? Donc je répète, je vous montre un peu ici, donc pour ceux qui sont en distance. Pour ceux qui sont en distance, vous voyez, là, ça passe. Après, moi, mes spectres, ils sont grands. Mes spectres, ils sont grands, donc voilà.
Là, je suis à peu près au milieu. Je mets une équation en dessous, un spectre, voilà. Donc surtout ne pas faire comme... Bizarrement. Attends, je vais regarder juste avant, je dis. Faites attention, sens de la largeur, écrivez bien. Bon, bref. Voilà. Alors, ouais, je m'arrête à grand N. Je prends un certain nombre, comme tout à l'heure, on s'arrête aux 3, 4, 5 premiers termes. Alors, ça paraît, ça c'est du E indice N. E indice N. Cos. Alors, soit vous raisonnez en termes de oméga, soit en termes de fréquence. Hein. Donc, c'est 2pi fois la fréquence, mais c'est 2pi NFT, je vais mettre les fréquences. Plus, attention, hein, là pareil, à l'écriture, phi n, grand phi n, c'est la phase à l'origine hein, de l'harmonique de rang n. On a posé tout à l'heure la notation, un grand phi n, c'est la phase ici initiale de l'harmonique de rang n. Bon, ok. Et à ceci, je peux vous demander de tracer le spectre en amplitude de ce qu'on a fait tout à l'heure. Donc là, je rajoute juste ça, c'est la dernière chose que je rajoute à gauche. Je rajoute le spectre en amplitude En, donc et fréquence F. Et ça, je le fais de manière, attention, hein, c'est un spectre, je trace de manière arbitraire, hein, je n'ai pas de fonction bien précise. Hein. Un spectre en amplitude, donc je place la fréquence nulle, je vais placer une fréquence, la fréquence F, la fréquence 2F, 3F, etc. D'accord? Donc je répète pour ceux qui sont en distance, là je vais tracer un spectre de Fourier en amplitude du signal d'entrée E de t, qui est purement arbitraire. Et là, pour marquer la différence avec tout à l'heure, je lui impose une valeur moyenne. Regardez là. Là, j'ai une valeur moyenne E0. Elle est où E0? Elle est là. Donc, je vais placer petit E0 là. Ça, c'est la valeur moyenne. Donc là, j'ai une valeur moyenne non nulle. Et après, bah, je vais placer mes barres verticales, d'accord, qui souvent sont ici, évidemment, d'amplitude décroissante. Or, ça a lemme mathématique. Oh, c'est le de Lebesgue. C'est ça, lemme de Lebesgue. Donc, E1, E2. Ici, j'aurai E3 pour 3F. Et j'aurai une amplitude E4 pour 4F. D'accord? Donc là, je suppose quand je fais ça, c'est un spectre de Fourier en amplitude, mais tracé de manière arbitraire. Je suppose que dans le développement de Fourier, j'ai à la fois la valeur moyenne, et j'ai les 4 premières harmoniques d'amplitude non nulle, et en amplitude décroissante. D'accord? Donc spectre de Fourier en amplitude. Donc là, je trace le spectre de Fourier en amplitude, mais ça, a priori... Surtout en spécial physique, ça vous l'avez fait la dernière. Spécial physique, on l'avait fait, vous avez tracé des spectres Fourier, des barres verticales dans le domaine acoustique. En amplitude, pas en phase, mais en amplitude. D'accord? Voilà. Spectre de Fourier en amplitude. Et là, je suis complet à gauche. Alors, moi, j'ai plus de place, mais si vous voulez noter, vraiment pour être complet et rigoureux, le N, on étudie que les N premiers harmoniques. Mais moi, j'ai plus de place, je ne vais pas surcharger mon tableau. Moi, je le sais. De toute façon, je vous le dirai à l'oral, d'accord? On ne va étudier que les N premières harmoniques. Bon. Maintenant, le plus important, là c'est là que vous allez recueillir les points, c'est là. Qu'est-ce qu'on a en sortie? Donc là, pareil, je vais faire une grande flèche. Qu'est-ce que l'on a en sortie? Ça sera à vous d'étudier. Et ça, pareil, ça, on fera faire des exos. D'accord? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le filtre est linéaire. Un filtre linéaire, on va pouvoir appliquer ce qu'on appelle le principe de superposition. Et votre filtre, il va agir de manière individuelle. Il va agir sur chaque harmonique. Et vous savez qu'un filtre, il fait quoi? Il agit sur l'amplitude via le gain et il va déphaser. C'est-à-dire que votre filtre linéaire, il va agir sur chaque harmonique. Il va agir sur l'amplitude et la phase de chaque harmonique. Et ça, c'est par linéarité du filtre. Donc, il y aura juste toujours une phrase à noter. De toute façon, on fera un exemple tout à l'heure. Cette phrase à noter, c'est par linéarité du filtre. Donc, par linéarité du filtre. Ça, il faudra toujours le noter ici, par linéarité du filtre. Le signal de sortie, voilà, s'écrit. Voilà, donc vous admettez directement l'écriture du signal de sortie. Donc là, je fais la flèche. Et je vais écrire le signal de sortie ici, en bas. D'accord? Alors, je vais vous attendre. Alors, ce que je vais faire, je vais essayer de garder le même jeu, même code couleur. Ce qui va rester inchangé par rapport à l'entrée, je garde du jaune. Et je vais mettre en bleu l'action du filtre sur l'entrée. Donc je garde toujours ces deux mêmes couleurs, j'espère que vous respectez les mêmes couleurs aussi. Donc là, ça sera pas E, ça sera S. S de T. Ensuite. Bon, vous faites ce que vous voulez. Hein. Ça, c'est pour votre mémoire visuelle. Ce qu'on dit pas de mémoire visuelle, c'est important. Donc S de T. Pareil, S de T, je vais donner son développement en série de Fourier. Ce qui ne change pas, c'est que, ça change pas. A priori,
c'est qu'en fait, j'aurai toujours la valeur moyenne du signal d'entrée. Sauf qu'en fait, la valeur moyenne, que va faire votre filtre? Ben, votre filtre, quand la composante continue, vous voyez, cette E0 passe au travers du filtre, et ben, le filtre va multiplier l'amplitude E0 par le gain, mais attention, pris à fréquence ou à pulsation nulle. En effet, la valeur moyenne, regardez votre spectre de Fourier, votre valeur moyenne, elle est à fréquence nulle. Donc quand la valeur moyenne E0 passe au travers du filtre, elle est multipliée par le gain à la fréquence correspondante. Donc le gain à la fréquence nulle. Donc je multiplie par le gain en oméga égale à 0. Pourquoi je fais ça? Parce que la composante continue, la valeur moyenne, vibre, on dit qu'elle vibre à fréquence nulle. À fréquence nulle. Sinus 0, ça fait ici directement à fréquence nulle. Enfin, cos de 0, pardon, ça fait 1. Donc on retrouve ici le E0, la valeur moyenne. Maintenant, ce que je vais faire, je vais garder cette somme. Elle est pratique cette somme. Somme sur n, allant de 1 à grand N. Je prends uniquement les n premiers harmoniques. Et qu'est-ce qu'on aura? Eh bien, on aura toujours ici, alors En. C'est quoi déjà En? En, c'est l'amplitude du nème harmonique, d'accord? Donc ça, c'est l'amplitude du nème harmonique. Et qu'est-ce que je vais faire? Bah, l'harmonique de rang n. Attention, l'harmonique de rang n, faites attention, il va vibrer à quelle pulsation? Il va vibrer à la pulsation n oméga. Donc ça, vous le voyez, l'harmonique de rang 3 vibre ici à 3F ou à 3 oméga. L'harmonique de rang 5 et vibre à 5F ou à 5 oméga. Donc de manière générale, sous ma somme, l'harmonique de rang n qui vibre à NF ou à N oméga, son amplitude, l'amplitude de l'harmonique de rang n, je multiplie par quoi? Par le gain pris en quoi? En n, donc en oméga, égale combien? Non pas 0, mais plutôt n oméga. D'accord? Alors souvent ce qu'on fait, c'est directement, on n'écrit pas ça, on écrit directement, vous voyez, on écrit directement le gain pris en n oméga. C'est plus simple, c'est redondant d'écrire oméga égale n oméga. Vous écrivez simplement le gain pris en n oméga. Ensuite, ce que j'ai le cos. Alors le cos, alors depuis NFT, la fréquence par contre restera NF. La fréquence de l'harmonique de rang n, c'est NF. Et cette fréquence reste inchangée. Le filtre est linéaire. Donc ça, je ne change pas. Ça, je vais laisser en jaune. Le 2pi NFT. Le filtre est linéaire. On ne touche pas la fréquence. D'accord? La fréquence, c'est NF. Elle reste ici égale à NF. Pareil, si j'ai une phase initiale pour l'harmonique de rang n, je la garde aussi. Je garde le grand phi n. Par contre, ne perdez pas de vue qu'un filtre, il modifie l'amplitude via le gain, mais déphase également de phi d'oméga. Et ce déphasage petit phi de oméga pour, ici, la pulsation oméga, ce déphasage pour l'harmonique de rang n de phase initiale phi n, bah ce déphasage petit phi se retrouve dans le cos. Donc on va rajouter un petit phi, mais attention à la bonne fréquence. On est à l'harmonique de rang n qui vibre à n oméga, donc je déphase de phi de n oméga. D'accord? Voilà ce sur quoi vous serez, on va dire, évalué. C'est caractériser ce signal de sortie. Alors là, j'ai mis par rapport au oméga. J'ai mis oméga, oméga, oméga. On aurait pu mettre des F. Hein. Ça, c'est dit N 2pi F. N 2pi F. Oméga, c'est 2pi F. Mais je garde la structure en N oméga qui est un peu plus compacte. D'accord? Et ce que vous allez devoir faire, c'est tracer le spectre de Fourier du signal de sortie grâce à cette relation-là. Donc, tracer non plus les EN, mais les S indice N. Donc là, pareil, on va ici un spectre de Fourier amplitude, S indice N. Pour ces mêmes fréquences, je place ma fréquence nulle. Et là, par contre, ça, je ne sais pas. Ça sera à vous de tracer. Là, je ne sais pas. C'est-à-dire qu'il faudra calculer. On va le faire après. Il faudra calculer. D'accord? Alors, soit calculer, soit relever graphiquement. En effet, il faudra calculer pour tracer le spectre de Fourier amplitude du signal de sortie. Ou est-ce que ça, c'est pour l'entrée? Je ne l'ai pas dit, mais tout ce qui est à gauche, ça, c'est le spectre de Fourier amplitude du signal. J'en joue peut-être quand même. Du signal d'entrée. Ça, c'est pour le signal d'entrée. Donc, ce que je fais à gauche en amont, je le fais à droite en aval pour le signal de sortie. Là, il faut également représenter le spectre, voilà, de Fourier en amplitude, spectre de Fourier en amplitude du signal de sortie. D'accord? Spectre de Fourier en amplitude du signal de sortie. Bon,
Par contre, il faut avoir la hauteur des barres. Là, tout à l'heure, on avait la hauteur. On connaît a priori E1, E3, E5. On connaît la valeur de A, on sait. Par contre, là, il faut les calculer. Soit on les calcule, soit on les repère graphiquement. Alors, pour les calculer, c'est tout l'objet des questions qui suivent. C'est important, mais qu'on va faire en TD. Là, il faut un cas précis. Ça, c'est le cas général. Donc là, par contre, il faut calculer. Alors, soit on calcule. Donc, soit à calculer. Alors, pardon, qu'est-ce qui est à calculer? C'est SN. Donc, à calculer. Alors, il y a deux choses à calculer. Il y a la valeur moyenne de sortie. Est-ce qu'il y a une composante continue en sortie? Est-ce que je dois calculer un S0 qui est égal ici à E0 fois le gain en fréquence nulle? Donc, je dois calculer ceci. Est-ce qu'il y a une valeur moyenne en sortie? La question est de savoir, est-ce que j'ai, voilà, ici, une composante continue en sortie? Voilà. Est-ce que l'on a une composante continue ici en sortie? Point d'interrogation. Est-ce qu'on en a une? Ça, il faut calculer. Mais surtout, une fois que vous avez la composante continue, il faut pouvoir calculer les amplitudes des harmoniques de sortie de rang n. Donc les S indice n et les S indice n, ça sera quoi? Ça sera ça. Ça sera les amplitudes des harmoniques de rang n du signal d'entrée, multiplié par le gain à la fréquence correspondante, multiplié par le gain G en n oméga. Alors rassurez-vous, si on fait ça ensemble dans un quart d'heure. Ça peut vous paraître très théorique, mais on fait sur un circuit d'ordre 1, juste après un passant. D'accord? Alors soit on calcule, ou, on fera les deux après, ou on relève graphiquement. Donc ou, donc je marque ou, à calculer, ou, à relever. Donc on relève les amplitudes ici, d'accord, graphiquement, ou à relever graphiquement sur un diagramme de Bode réel. Alors, elle ne se relève pas directement. On va relever les amplitudes de sortie, d'accord, relever graphiquement sur un diagramme de Bode réel. Voilà. Et là, je n'ai plus rien à ajouter. Rassurez-vous. D'accord, là c'est bon, tout est complet. Et après, oui, voilà, ça doit tenir, je voulais bien sûr, cette largeur, d'accord, de fait, d'accord. Bon, bien comprendre que votre filtre, il va agir séparément sur chaque harmonie du signal d'entrée. Et le but, c'est ça. C'est la deuxième partie du problème. Qu'est-ce qu'on a en sortie quand on injecte un signal d'entrée périodique mais non sinusoïde? Alors ça, c'est quand même pas évident. Hein. Et ça c'est repris en deuxième année. Hein. C'est-à-dire que là, ce qu'on fait aujourd'hui, on est limite programme de sup, ça sera repris l'année prochaine, surtout en PSI. Les PSI, ils vont passer au moins 15 jours dessus à reprendre les bases de l'action d'un filtre sur la entrée périodique. Donc là, en fait, puis ça permet de tout reprendre ce qu'on a fait en ELEC. Ok? Bon, il faut rendre ça concret, on y va. Donc là, le cours est officiellement terminé en électrocinétique. Je ne ferai plus d'ELEC en cours, on fera de la méca dès la semaine prochaine, d'accord, dès mardi prochain. On passe à l'exo numéro 5. Exo numéro 5, ici, on y va. Et on va mettre ça en application, d'accord. Et le but, bon, je vous le montre tout de suite, hein, pour anticiper un peu votre correction. L'exo numéro 5, vous voyez, au final, il faut faire ça. Au final, vous voyez, ça, c'est théorique. Ça, c'est théorique parce que mon filtre, je ne sais pas ce que c'est. Moi, mon filtre, j'aurai un filtre RL, j'aurai une fonction transfert, et au final, je vais avoir ça. Voilà. Donc ça, au final, l'exo numéro 5, on va terminer ici, voilà, 45 minutes, on va dire, et encore. Voilà, 45 minutes, il est terminé. Il faut terminer par ça. Et encore, je vous ai fait la correction d'esprit de toute la première partie de l'exo, donc ce sera peut-être encore moins de 45 minutes. D'accord? Donc je vous dis, pour l'exercice, on pourra avoir pareil une rédaction au final comme ceci. Donc un schéma global résumant l'action du filtre sur les signaux d'entrée périodique. C'est bon pour tout le monde? Ok, bon super, on y va. Alors, pour ceux qui sont distants, je vous ai envoyé ce matin sur le coup des 11 h la correction manuscrite couleur des 4 premières questions de l'exo numéro 5, étude du filtre RL. Alors, idéalement, ce serait top d'imprimer sur tout le diagramme de Bode. Pour les autres, je vous la donne. Je vous la donne maintenant, vous êtes là, je vais vous la donner. Correction manuscrite, couleur avec diagramme de Bode tracé. Si vous avez fait une revisée pour revenir, ça nombre 2, là on va gagner du temps, ça nombre 1, et oui, ça va le faire. Et surtout, moi, ce qu'il faut, c'est mettre en application ceci, et ça, c'est la deuxième partie du problème. Voilà. Alors, on va quand même reprendre ensemble la première partie. Il faut quand même que vous soyez à l'aise sur l'étude générale d'un filtre. D'accord? Voilà. Alors, j'ai pas fait du recto verso, parce que c'est pas pratique un recto verso pour aujourd'hui.
des calculs que j'ai fait directement à la page. Voilà. Alors ça c'est le genre d'exo qui va se retrouver en colle dans 15 jours. Ça c'est, je vous dis, hein, maintenant l'école on a un rythme où finalement vous aurez des exos sur le filtrage. Ça c'est un exotype. Il sera dans la planche d'exo pour l'école dans 15 jours. D'accord? C'est l'exo numéro 5. Alors ce que je vous ai donné, il faut bien comprendre, c'est la partie la plus simple pour vous, c'est l'étude générale d'un filtre, c'est la moitié des points. D'accord? 10 points ou 12 points sur 20. Les 8 autres points, c'est sur ce qu'on a fait ensemble juste maintenant. D'accord? Alors toujours les énoncés évidemment. Alors on a un quadripôle RL, étudiant en sortie ouverte, avec R égale 1 kOhm et L égale 10 000 Henry. Première question, déterminer sans calcul la nature du filtre. Donc c'est toujours pareil. Alors pareil, toujours déterminer sans calcul la nature du filtre. Donc c'est la même chose, vous donnez les équivalents, basse fréquence et haute fréquence. Alors ici attention, il n'y avait qu'une bobine, donc c'est simplement la bobine. Vous allez donner les équivalents, vous voyez. Donc pas de condensateur, hein, uniquement une bobine. Donc là regardez, donc déterminer sans calcul la nature du filtre. Donc rédaction type DS, en 2 colonnes, étude en basse fréquence, une bobine équivalente à un interrupteur fermé. Pourquoi? Parce que le module de l'impédance complexe sur la bobine, un module de Z bar L vaut oméga L, et oméga L il tend vers 0, quand oméga tend vers 0. Donc je refais ensuite le schéma électrique équivalent, en basse fréquence, et cette fois-ci, la bobine, je remplace par un interrupteur fermé. Un interrupteur fermé aux bornes duquel la tension est nulle. Donc là, clairement, vous devez noter US égale à 0 en basse fréquence. C'est bon pour tout le monde? Donc là, le filtre coupe les basses fréquences. Je mène en parallèle une étude haute fréquence. Cette fois-ci, la bobine en haute fréquence est équivalente à un interrupteur ouvert. Pourquoi? Parce que oméga L tend vers plus infini quand oméga tend vers plus infini. D'accord? Donc schéma électrique équivalent en haute fréquence. Cette fois-ci, interrupteur ouvert, donc un courant nul circule l'interrupteur ouvert. Un courant de sortie nul, donc forcément en amont. En amont, j'ai également un courant nul. Un courant nul traversant la résistance. Loi d'Ohm. La tension de bande de R est également nulle en haute fréquence. J'applique une loi d'émail en haute fréquence. Je dis que UE égale 0 plus US. US égale UE. Conclusion. N'oubliez pas de conclure. Conclusion. Le quadripôle RL est un filtre passo. Bien. Toujours là, vous voyez, c'est fameux 1,5. Deuxième question. Déterminer la fonction de transfert canonique. H bar du GX du filtre est identifié sa pulsation propre. Donc là, c'est le cas extrêmement simple. Vous passez en régime sinusoïdal forcé. À la pulsation méga, vous avez un diviseur de tension. Et là, vous avez déjà deux impédances complexes. Vous avez Z bar R en série avec Z bar L, parce qu'on a ici un courant de sortie qui est nul. Donc là, qu'est-ce que vous voyez finalement? Directement la structure en diviseur de tension. Je prends la sortie home borne de la bobine. Donc US bar est une fraction de UE bar en termes de signal complexe. US bar égale Z bar L divisé par Z bar L plus Z bar R. Ensuite, je rappelle qu'un signal complexe, c'est amplitude complexe exponentielle de J oméga T. Et je rappelle les impédances complexes bobine et résistance. Donc j'aurai J oméga L divisé par R plus J oméga L. Maintenant, on l'a encore dit hier, regardez, j'ai un R au dénominateur. La partie réelle, elle vaut R. Et souvent, pour mettre sur forme canonique, souvent, c'est pas toujours le cas, des fois on a 1 moins x carré, partie réelle. Là, la partie réelle, on va la rendre égale à 1. Donc pour mettre sous forme canonique, on va transformer la partie réelle du dénominateur, on va la rendre unitaire, cette partie réelle. Donc la façon la plus simple, c'est diviser par R. Comme hier, on divise par R, numérateur et dénominateur, pour avoir une partie réelle égale à 1 au dénominateur. Une fois que j'ai ça, j'aurai US bar, j'aurai J oméga L sur R au numérateur, divisé par R sur R, ça fait 1, 1 plus J oméga L sur R UE bar. Et c'est là que, attention, là vous devez ralentir. Là, il apparaît une pulsation caractéristique, oméga 0 du filtre. Là, c'est par homogénéité. Vous voyez que forcément, votre dénominateur n'a pas de dimension. C'est 1 plus quelque chose. 1 plus J oméga L sur R. Donc, j'ai J oméga. Forcément, si j'ai J oméga, je dois diviser par une pulsation. C'est-à-dire que forcément, la seule possibilité pour oméga 0, ce n'est pas L sur R. Ne tombez pas dans le piège. Ne dites pas que oméga 0, c'est L sur R. Non. Dans ce cas-là, on aura un terme homogène au carré d'une pulsation au dénominateur. C'est faux. La seule possibilité pour oméga ici, c'est R sur L par homogénéité, pour avoir un dénominateur ici qui n'est pas de dimension. Pareil pour le numérateur, ça n'a pas de dimension non plus.
Et donc là, j'obtiens h bar de j oméga, tout en bas, ça sera us bar sur ue bar, un rapport d'amplitude complexe. J'aurai j oméga sur oméga 0 divisé par 1 plus j oméga sur oméga 0. Ensuite, une nouvelle fois, je pose x égale oméga sur oméga 0, la pulsation réduite, et j'obtiens, comme dans le cours, jx divisé par 1 plus gx. Et c'est bien une fonction transfert canonique. J'ai un 1 ici pour la partie réelle au dénominateur, et j'ai x la pulsation réduite. D'accord? Troisième question, déterminer la pulsation de coupure oméga c. C'est ce qu'on a fait ensemble, c'est une question de cours que certains retrouveront la semaine prochaine dans l'école. Un filtre passe haut ou passe bas, déterminer cette pulsation de coupure. Vous revenez à la définition. Le gain en oméga égale oméga c égale g max sur racine de 2. Alors pour ce faire, il faut mettre le gain. Mais le gain, c'est module de h bar. Et le module de h bar de j oméga, c'est oméga sur oméga 0 divisé par, c'est racine de a carré plus b carré. Puisque j'ai un complexe sous forme algébrique au dénominateur. Et ensuite, le gain maximal pour un filtre basse haut, là, c'est un filtre basse haut idéal. Le gain max vaut 1. Il est obtenu à haute fréquence lorsque oméga ou lorsque x tend vers plus infini. Et on retrouve alors, je n'ai pas refait les calculs, c'est le calcul de cours, on trouve alors que la pulsation de coupure vaut oméga 0 et vaut R sur L. La pulsation de coupure s'identifie finalement à la pulsation propre du filtre. D'accord? Et ensuite, dernier temps, c'est la quatrième question. On vous demande de tracer les diagrammes de Bode asymptotiques et réels pour le gain en décibels. Vous faites le tableau des équivalents de h bar. Le tableau des équivalents de h bar, pareil, ne vous trompez pas, c'est le même concours. Donc h bar de jx, c'est jx sur 1 plus jx. Le gain g du x, gdb de x et phi de x. En basse fréquence, pareil. Attention, le numérateur, il est seul. Vous le laissez au numérateur. Par contre, au dénominateur, partie réelle, partie imaginaire. Je compare le poids de la partie réelle et la partie imaginaire. X négligeable devant 1. Donc forcément, il va rester le 1 du numérateur. Donc j'aurai jx sur 1, ça fait 1. Le gain le module de jx, ça fait x. Le gain en décibels, ça fait 20 log de x. Et le déphasage phi, c'est l'argument de jx, qui est un imaginaire pur positif et qui vaudra pi sur 2. Commentaire, premier commentaire que je note en dessous du tableau. La droite d'équation, gdb égale 20 log de x, de pente plus 20 dB par décade. C'est un caractère donc dérivateur en basse fréquence. Cette droite est asymptote en basse fréquence. En effet, quand vous avez du 20 log de x, c'est du plus 20 dB par décade, d'accord? Et quand vous avez du plus 20 dB par décade, je vous rappelle, ça traduit un caractère pseudo-dérivateur. En haute fréquence, cette fois-ci, en numérateur, on laisse le jx. Par contre, au dénominateur, c'est le terme en jx qui domine, donc c'est la partie imaginaire qui domine devant la partie réelle. On aura jx sur jx, ça fait 1. Module de 1, ça fait 1. 20 log de 1, ça fait 0. Et l'argument de 1, réel positif. Réel positif, ça fera l'argument de 1, ça fera 0. D'accord? Donc ça, on a les droites des asymptotes haute et basse fréquence, parce que là, en haute fréquence, on aura la droite d'équation gdb égale 0, asymptote en haute fréquence, et ça c'est cohérent avec un filtre passe haut. Un filtre passe haut sera tel qu'en haute fréquence, gdb égale 0. Mais gdb égale 0 signifie que 20 log de us sur ue égale 0. Donc log de us sur ue ici égale directement à 0, donc us égale ue. Et ensuite, en x égale à 1, à la pulsation de coupure, ça me permet de tracer le diagramme de Bode réel. Donc on remplace x par 1, j'aurai ici j sur 1 plus j. Le gain correspondant, ça sera 1 sur racine 2. Le gain en décibels, 20 log de 1 sur racine 2, ça fait moins 3 dB. Et phi de x, alors phi de x, ça sera l'argument de j, moins l'argument de 1 plus j. Mais l'argument de j, c'est pi sur 2. Moins l'argument de 1 plus j, je prends l'arctangente, puisque la partie réelle est positive, donc ça fait l'arctangente de 1. L'arctangente de 1, pi sur 4. Pi sur 2 moins pi sur 4, ça fait pi sur 4. D'accord? Donc ça me permet de tracer les diagrammes de Bode réels. Et je vous donne en page 2, vous voyez ce qu'on a fait hier en TD, une nouvelle fois. Et ça, vous l'aurez également. Tracer les diagrammes de Bode asymptotiques et réels sur, ici, du papier semi-log. Ouais, parce qu'on a une échelle semi-logarithmique en abscisse et une échelle linéaire en ordonnée. Par contre, ce sera à vous de graduer. Là, je vous gradue, ça fait 2 fois que je vous gradue les axes en abscisse et en ordonnée. La prochaine fois, c'est vous qui allez le graduer par vous-même. D'accord? Et là, les asymptotes, remarquez, j'ai mis l'information de plus 20 dB par décade en basse fréquence, caractère pseudo-dérivateur, et diagramme de Bode réel qui passe par le point de coordonnée 1, moins 3. D'accord? Voilà. Donc, le diagramme de Bode réel respecte la règle du dixième, et il va passer ici par ce point de coordonnée 1, moins 3. Alors ça, typiquement, ça doit vous prendre une bonne demi-heure. Alors, je n'ai pas dit que ça va prendre 1 heure. Ça, à l'écrit, ça va vous prendre entre 30 et 40 minutes maximum. 40 minutes maximum pour faire une étude théorique. Maintenant, ce qu'on va faire après, ce qui est nouveauté, c'est ça. Appliquer ceci à la suite et la fin de cet exo. Donc, on est juste au-dessus des 2 graphes. Vous voyez, donc là, on va prendre ici par écrit. La partie la plus intéressante pour moi, c'est la nouveauté. Maintenant, la tension d'entrée, regardez, s'écrit sous la forme d'une somme de 3 harmoniques
de même amplitude, de même phase initiale et de fréquence respective. F1 égale 100 Hz, F2 égale 1 kHz, F3 égale 100 kHz. Donc là, je répète, la tension d'entrée s'écrit sous la forme, ici, d'une somme de 3 harmoniques, d'accord, de même amplitude, de même phase initiale, et ici, de fréquences respectives F1, ici, F2, F3. Donc 3 premiers harmoniques. Donner l'expression du signal d'entrée. On ira même un peu plus loin. On va même donner le spectre de Fourier du signal d'entrée. Et surtout, donner l'expression du signal de sortie. D'accord? Donc là, il faut bien comprendre ce que l'on fait. D'accord? Donc on y va. Il faut appliquer tout ce qu'on a vu là aujourd'hui sur un signal d'entrée. D'accord? Qui va comporter 3 harmoniques. D'accord? Ici, on vous donne les amplitudes, les fréquences, les phases initiales. Et on va faire passer ce signal d'entrée au travers d'un filtre ici passe haut d'ordre 1, un filtre RL. D'accord? Donc tout ça j'efface, on commencera. Ici, on va adapter ici voilà, à l'étude du filtre considéré. Voilà, donc ça on garde en tête. Alors déjà on vous demande d'écrire l'expression du signal d'entrée. Donc là je vais écrire à gauche ici, plus ou moins, voilà, répondre à la première question. Comment écrire le signal d'entrée? Et j'en profiterai également pour décrire le filtre. Bah ouais, parce que le filtre, j'aurais besoin d'écrire, vous voyez, là on vient mieux, j'aurais besoin d'écrire h bar de j oméga égale g d'oméga exponentielle j phi d'oméga. Et ça, je ne sais pas le faire de tête. Enfin, je ne peux pas le faire maintenant de tête avec vous, on pourrait le faire, mais pour se rassurer et surtout assurer les points, on le fait sur le côté, d'accord? Donc on y va, 4e et 5e question. Ici, donc le signal d'entrée, d'accord, se met sous la forme, donc le signal, ici, d'entrée, ici, d'entrée E de t s'écrit sous la forme. Alors, il va s'écrire sous une forme. Alors, je vais écrire ici E de t. Voilà, E de t. Alors, une nouvelle fois, je relis ici l'énoncé. La tension d'entrée, cette fois-ci, s'écrit sous la forme d'une somme de 3 harmoniques. Alors, s'il y a 3 harmoniques, je ne vais pas faire une somme. Somme sur n allant de 1 à 3, je ne vais pas faire une somme. Je vais directement mettre les 3, comme tout à l'heure on a fait. Quand on a explicité la somme ici discrète, on va directement faire une somme de 3 termes. Donc somme de 3 harmoniques de même amplitude, de même phase initiale, de fréquences respectives F1, F2, F3. Donc là, la chose la plus simple, c'est d'adapter notre notation. Tout à l'heure, on avait petit e0 plus 1 sur m allant de 1 à plus infini des en cos n oméga t plus 1. Ben, c'est la même chose, sauf qu'ici, on aura le premier terme. Alors, l'amplitude est constante. Ici, c'est la même. Très bien. Et après, ce sera la fréquence qui vaudra F1, F2, F3. Donc, on y va. On peut noter ici, donc ce sera le premier terme. On va noter E1, ce sera E1, pardon. Cos, le premier terme, ça sera oméga 1 t plus phi 1. Donc la manière générale, puis après je vais dire que voilà, E1 égale E2 égale E3. D'accord? Donc plus ici un terme, je vais noter en E2, moi je passerai après. E2 cos oméga 2t pardon, plus grand phi 2. D'accord? Plus l'harmonique de rang 3 d'amplitude E3 cos oméga 3t plus phi 3. Alors ça c'est de manière générale. Maintenant ici, qu'est-ce qu'on me dit? Ben, on me dit qu'ici les amplitudes sont les mêmes. Donc ici E1 égale E2 égale E3. Donc on a les mêmes amplitudes ici pour les 3 harmoniques considérées. D'accord? Donc on pourra simplifier ici l'étude. Donc ça on peut noter, je sais pas, par exemple une notation en grand E0. Donc on peut noter une notation commune. On peut dire que E0 c'est l'amplitude commune. D'accord? Donc amplitude ici, voilà, identique pour les 3 harmoniques, donc amplitude identique pour les 3 ici harmoniques, bien. Ensuite, on vous dit que les phases initiales sont identiques également, d'accord? Alors ça, j'espère que vous le voyez, hein, c'est le terme que j'avais sous la somme tout à l'heure, hein, somme sur n des en cos ici oméga nt plus phi n, où j'adapte à 1, 2, 3. Ensuite, je veux dire également que les phases initiales, phi 1 égale phi 2 égale phi 3. D'accord? Ici. Donc les 3 phases initiales ici sont identiques. Alors on précise rien de plus. Si c'est un signal d'entrée, je vous rappelle qu'au GBF, on peut s'arranger facilement. C'est un GBF, on peut s'arranger pour avoir une phase initiale nulle. Donc souvent, ce qu'on fera en TP, si c'est un signal d'entrée,
qui se règle au algèbre. Donc on peut imposer, là on peut imposer une phase initiale nulle. On peut laisser. On peut laisser grand phi. Mais comme c'est un signal d'entrée, une phase initiale, on peut la poser comme étant égale à 0. L'amplitude, non. L'amplitude différente de 0 sans tout ça nul. Ensuite, par contre, on aura F1 différent de F2 égale différent de F3. Donc on a une fréquence F1 qui sera égale ici à 100 Hz. Donc on aura F1 égale 100 Hz. Ensuite, on a une fréquence F2 de 1 kHz. Et ensuite, on note F3 égale 100 kHz. Donc on donne les fréquences F1, F2, F3. Ok. Bon. Bien. Donc ça, on réécrit alors, d'où l'expression du signal d'entrée. Donc on va garder ici en tête, donc on aura E de t égale donc notre E0 cos, donc oméga c'est 2pi F1t, ouais. Donc je pose phi1 égale phi2 égale phi3 égale à 0, d'accord, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de problème pour ça. Plus, dans le cas contraire, vous gardez phi, phi tout simplement. Donc E2, sauf que E2 égale E0, voilà, oui. Cos 2pi, attention, F2t, plus, pareil, donc E3 devient E0, cos 2pi pour la fréquence F3 de t. D'accord, donc ça, voilà, directement. Et ça, dans notre résumé, rappelez-vous, quand on fera le bilan, d'accord, on n'oubliera pas de faire ensemble le spectre de Fourier en amplitude, mais on va pas le faire maintenant, d'accord. Bien. Donc ça, c'est signal d'entrée. Ok, voilà. Maintenant, ce qu'on n'oublie pas de faire sur le côté, je continue ici, c'est de décrire le filtre linéaire, d'accord. D'écrire sous la forme h bar de j oméga égale g d'oméga exponentielle j phi oméga. Il faut expliciter à la fois g d'oméga et phi d'oméga. Donc là, on y va. Filtre ici passe au d'ordre 1. Donc on a un filtre, c'est bien ici RL, qui est un filtre linéaire. Donc un filtre linéaire, c'est un passe au d'ordre 1. D'ordre 1, voilà. Il est caractérisé par une fonction de transfert h bar ici de j oméga ou h bar de jx. Donc on a une fonction de transfert que l'on donne, voilà. Donc je décris les éléments de la chaîne, ici, de gauche à droite. Donc d'abord le signal d'entrée, ensuite l'étude du filtre, caractérisé par une fonction de transfert, d'accord. Alors cette fonction de transfert, je vais prendre la forme ici canonique, donc h bar de jx, on avait jx sur 1 plus jx, voilà. Et cette fonction de transfert, voilà, on va prendre le module et l'argument. Donc on y va. Donc on va prendre g de x, le gain. Donc le gain linéaire, je vous rappelle, c'est le module ici de h bar de jx. Donc g de x, on prend le module ici de h bar. D'accord, bon là pas de grosse difficulté, d'accord. Donc on aura du x ici au numérateur. Donc là au numérateur on a un imaginaire pur, d'accord, donc c'est racine de b carré, Donc on aura x divisé par la racine, alors là pareil, c'est du a plus b. Donc a plus b, vous allez faire a carré plus b carré. Donc racine de 1 plus x2, d'accord. Donc ça c'est le gain linéaire, c'est le module de h bar. Donc ça c'est le gain, je vous rappelle, linéaire. Voilà, donc ça on a déjà fait ensemble. Ça par contre, attention sur le programme de colle la semaine prochaine pour l'école. D'accord. Ensuite, ce qu'on peut faire également, c'est le déphasage. Phi de x, on va prendre l'argument. Donc l'argument ici de h bar de jx. Voilà. Alors, bien. Donc c'est l'argument d'un rapport. L'argument d'un rapport ici, ça va donner la différence des arguments. Ouais. Donc on aura l'argument du numérateur. Donc c'est l'argument de jx. Moins l'argument de 1 plus jx. D'accord. Bien. L'argument de jx. Argument de jx, ça. Ah tiens, je vais demander à Yann, tiens. Je vais tout l'annexe sur Yann. Prépare-toi. Argument de jx. Imaginaire pur, positif. Pi sur 2. Donc là, on aura pi sur 2, très bien. Moins l'argument de 1 plus jx. Ouais. Partie réelle positive, très bien. Donc, moins, on peut faire arctangente, ouais, de partie réelle, partie imaginaire, pardon, sur partie réelle, donc c'est l'arctangente de x. Après, j'en ai déjà parlé, je ne sais pas si vous l'avez vu, arctangente x plus arctangente de 1 sur x égale pi sur 2. Donc ça nous donne arctangente de 1 sur x en fait.
d'accord? On l'a vu ensemble en cours, voilà. Arctangente x plus arctangente 1 sur x égale pi sur 2. Voilà, alors tout ça pourquoi? Pour écrire h bar sous forme exponentielle. Alors après, ça, on va le faire de tête. Ça, on sera plus obligé, alors vous pouvez le mettre sur votre copie. Après, nous, on t'aide directement, on va noter, d'accord? On va retenir cette relation-là, on pourra même le faire de tête, hein, après, il n'y a pas de souci. On pourra écrire h bar, donc ça, h bar, ça sera ça, le module, donc le gain, x sur racine de 1 plus x carré, exponentielle, j fois phi de x, exponentielle j phi de x, ça fait j fois l'arctangente de 1 sur x. Donc j fois l'arctangente ici de 1 sur x. D'accord? Une parenthèse, deux parenthèses et un crochet. Voilà. Alors ça, pourquoi je fais ça? Parce que ça, j'en ai besoin pour mettre dans mon cadre central un filtre linéaire caractérisé par cette fonction de transfert, forme exponentielle, gain exponentielle j phi. D'accord? Gain exponentielle j phi. Bon. Deuxième étape, troisième étape, le plus important, c'est le signal de sortie. On marque toujours la même phrase, par linéarité du filtre, le signal de sortie s'écrit sous la forme. Alors, ça je garde, très bien. Donc j'efface là, ça c'est bien. J'efface ici. Voilà. Donc, par linéarité du filtre, le signal de sortie s'écrit donc troisième temps, troisième étape. D'accord, ici, on y va. Donc, par linéarité ici du filtre, le signal de sortie s'écrit. Ici, le signal de sortie, ici, s'écrit. Et là, comme tout à l'heure, on va adopter un jeu de couleurs. Ça, c'est un C, pardon. Un C, un R, un I. Voilà. OK. Pour décrire le signal de sortie. Donc, j'ai mis en jaune ici E, mettre en jaune S de T. D'accord? Là, je regarde. Est-ce qu'il y a une composante continue? Non, il n'y a pas de composante continue. J'ai trois composantes spectrales qui vibrent à F1, F2, F3. J'ai pas de composante continue. Donc, en sortie, ici, le filtre étant linéaire, je n'aurai pas non plus de composante continue en sortie. D'accord? Donc, ce que je vais faire, je reprends les composantes du signal de l'entrée. Donc, j'aurai la composante spectrale qui vibre à F1 d'amplitude E0. Je laisse un peu de place. En cos 2pi F1t, je laisse de la place volontairement là et là. Je vais mettre en bleu l'action du filtre linéaire, caractérisé par cette fonction de transfert là, sur cette harmonique qui vibre à F1 d'amplitude E0. Bon, et là c'est le moment de vérité. Alors, vous avez compris ce que l'on a fait. D'un point de vue théorique, après il faudra calculer différents termes. D'un point de vue théorique, par quoi vais-je multiplier l'amplitude E0 de l'harmonique qui vibre à la fréquence F1? Allez, je vais demander ici à Sylvain, ici présent. Par quelle grandeur vais-je multiplier E0? D'accord? En E0 étant l'amplitude de l'harmonique ici, qui vibre à la fréquence F1. Le gain, donc multiplie E0, après c'est une logique, là c'est pas compliqué. Multiplie E0 par le gain à la fréquence F1. F1. Ouais. Donc E0 fois le gain, vous voyez, vous voyez, à la fréquence F1. Ouais. Une fois que vous avez compris ça, l'argument du code, je vais le déphaser cette fois-ci. Alors il n'y a pas de phase initiale. Or si je posais phi1 égale à 0, ouais. On peut le laisser, c'est non nul. Hein. Je vais le déphaser d'un petit phi, ouais, parce que celui c'est un petit phi. Hein. Phi à la bonne fréquence. À quelle fréquence? À la fréquence F1. Une fois que vous avez compris ça, bah, c'est pas compliqué. Parce que qu'est-ce que vous voulez faire? Vous allez recopier les deux autres harmoniques. Donc on aura E0, mais E0 c'est l'amplitude ici de la composante qui vibre à F2. Donc vous avez compris, je multiplie par le gain cette fois-ci correspondant à la fréquence F2. Très bien. Fois le cos de pi F2t plus bah, le filtre également. N'oublie pas, il déphase d'une quantité phi pris à la fréquence F2. J'ai plus de place, je continue ici. L'amplitude du troisième harmonique, donc il vibre à la fréquence F3. Donc E0 fois le gain pris à la fréquence F3 fois le cos de 2pi F3t plus un déphasage phi ici de F3. Voilà. Voilà. Bon. Alors tout ça on le fait à part, hein. Ça c'est pour le bilan, ça à la fin. Ça c'est ce qu'on fait à côté. Parce que là maintenant il faut calculer. Voilà. Là ça reste encore théorique, c'est une mise à application un peu plus concrète que ce qu'on vient de faire tout à l'heure. Maintenant il faut calculer les différents termes. Ça, ce terme-là,
celui-ci, ce terme-là, ce terme-là, ce terme-là, voilà. Donc vous voyez, il y a 6 termes, enfin 6 termes, ouais, 6 termes à calculer, on va dire. Bon, sachant que là, je raisonne, attends, ouais, attention, alors, j'espère que vous êtes au clair, là, je raisonne sur des notations en fréquence, et là, je raisonne, vous voyez, sur des notations en X. C'est pas gênant, d'accord, hein. X, c'est oméga sur oméga 0, hein, donc c'est F sur F0, c'est pas gênant, c'est une pulsation réduite, hein, d'accord. Alors, ce qu'on peut faire ici également, ouais, c'est surtout identifier ce qui nous manque pour avoir X, je vous rappelle, hein. X, c'est oméga sur oméga 0, mais ici, oméga 0, c'est la puissance de coupure. En fait, ce qu'il faut, c'est calculer oméga 0. Parce qu'une fois que j'ai oméga 0, et une fois que je sais à quelle fréquence je suis, je connais les fréquences, je connais les pulsations, je peux calculer X. Alors, je répète. Là, j'ai oméga 0. Oméga 0, c'est la pulsation propre. Mais on a vu que pour cet ordre 1, et seulement par ordre 1, la pulsation propre, c'est la pulsation de coupure. Ici, que vaut-elle? On l'avait noté, on l'avait posé juste avant, hein, dans la fonction de transfert. C'était du R sur L. Ici, oméga 0, c'est R sur L. On donne les valeurs de R et de L. Donc ça, on peut calculer. Donc on peut calculer la pulsation de coupure du filtre. Ça se calcule. Le numérateur, est-ce qu'on l'a? Bah oui, le numérateur, je connais F1, F2, F3, donc je connais oméga 1 égale 2pi F1, je connais oméga 2 égale 2pi F2, donc en fait, encore mieux. Je peux calculer X1, X2, X3. Si je peux calculer X1, X2, X3, ce sont les pulsations réduites correspondant aux fréquences de vibration des trois harmoniques. Si je peux calculer X1, X2, X3, je peux calculer quoi? Je peux calculer le gain en X1, je peux calculer le déphasage en X1. C'est-à-dire que là, il faut bien comprendre, c'est pas compliqué, mais là, je raisonne sur les valeurs en F1, en F2, F3. Ce qu'il faut faire là, j'ai raisonné sur les pulsations réduites en X. Bah, on va calculer, première valeur pour X1. X1, c'est quoi? Bah, X1, c'est oméga 1 sur oméga 0, ou F1 sur oméga 0. Ça se calcule. Parce que la pulsation de coupure du filtre, on la connaît. Il suffit de diviser la résistance par la valeur de l'inductance. Ici, le calcul, je vous donne. On divise R par L, ça fait... ici, alors moi, j'ai la fréquence. J'ai pris la fréquence, FC. J'ai une fréquence de coupure à 16 kHz. Donc, on connaît la fréquence de coupure, FC à 16 kHz. Ça, je connais les trois fréquences. Une fois que j'ai cette valeur de X, je calcule. Hein. Si je connais X, ça divisé par 1 plus X carré, je connais. Donc, je connaîtrai le gain en F1, F2, F3. Donc, une façon simple de rédiger, pour ne pas s'embrouiller, on va d'abord étudier la fréquence F1 de 100 Hz. On y va. Donc, ici, je vais mettre... j'ai un peu de place encore en bas. J'ai encore un peu de place en bas. On va faire pour F1 égale 100 Hz. Donc, on y va. Donc, ici, pour la fréquence. Allez, on y va. On attaque les calculs. Ils sont pas compliqués. Hein. Je fais le premier, vous faites les deux autres. Allez. 100 Hz. Voilà. OK. C'est-à-dire X1, on peut associer X1 égale oméga 1 sur oméga 0. Mais ça, c'est F1 sur F0. D'accord? Ici, directement. Et je répète, ici, oméga 0 égale oméga C, ici, égale R sur L. D'accord? Je dirais même plus, FC égale F0. Après application numérique, je vérifie. 14, non, je dis 16. On a 16 kHz. Donc là, je vous donne l'application numérique. Voilà. Alors oui, vous allez me dire, monsieur, cette méthode calculateur fonctionne si on connaît la fréquence de coupure. Il faut connaître la valeur numérique. Si on n'a pas la fréquence de coupure, on ne pourra pas aller plus loin. Donc je résume. Ça, je connais. Donc je connais F0. Ça, je connais. Ça, je connais. F1 vaut 100. Ici, F0 vaut 16. Donc c'est-à-dire qu'ici, application numérique. D'accord? Donc application numérique. Je peux calculer une première valeur de X1. Donc je divise ici la fréquence de 100 Hz divisé par la fréquence de coupure qui est à 16 kHz. Donc ici, pour une valeur de X1 que je vais vous donner, ici on a 6 10 moins 2. Alors pareil, c'est sans unité. Hein. C'est une pulsation réduite, ça n'a pas d'unité. Voilà. Une fois que vous avez X1, bah, vous avez quasiment tout fait. Il suffit d'estimer le gain et le déphasage. Une fois que vous avez le gain et le déphasage, vous avez ça et ça. Donc vous avez ici la sortie correspondante à ce premier harmonique. D'accord? Donc idéalement, ici, j'ai plus de place avec le brouillon, je vais faire ça là-haut. Ici, donc on en déduit. Voilà, donc ça je peux effacer. Il y a cette pulsation réduite X1,
D'accord? Donc on en déduit ici. Voilà. Deux grandeurs en x1. Donc on en déduit le gain en x1 et le déphasage. Donc G en x1. Donc ça sera x1 sur racine de 1 plus x1 carré égale. Et surtout, phi de x1. D'accord? Ça sera arctangente de 1 sur x1. D'accord? Donc ça, je vous laisse calculer. Donc même ceux qui sont en distance, allez-y, je vous laisse sortir la calculatrice. Surtout pour la arctangente de 1 sur x1 en mode radian. On veut un déphasage ici, un bel fit, un angle, c'est en radian. Donc mode radian pour la calculatrice. Vous calculez ça, et vous aurez des valeurs numériques. Vous faites ça pour F1, F2, F3. D'accord? Donc on y va. Ici, donc pour ensuite la fréquence F2 et F3. D'accord? Donc F2, cette fois-ci, on grimpe à 1 kHz. Donc 1 kHz ici, donc ça c'est la fréquence F2. D'accord? Tel que je donne directement X2. Parfait. X2. Non, 6, 10, 3, pardon. Ici 10, 3. C'est pas 6, 2, pardon. C'est 10, 3. Je saute d'une case. Donc corrigé sous P, donc également pour ceux qui sont en distance, c'est 6, 10, 3 pour X1. 6, 10, 3 pour X1. Là par contre, là j'aurai 6, 10, 2 pour X2. Là j'aurai 6, 10, 2. Voilà. Bon, ça j'efface. Ici, ici. Voilà. Voilà. Donc pareil, on évalue à la fréquence. On évalue. Pareil, donc le gain en x2, le déphasage en x2, et la dernière fréquence, donc ça on aura fait F1, F2, F3. Voilà, F1, F2, F3. Ici, donc pour la fréquence F3. Cette fois-ci, on passe à 100 kg. Donc fréquence ici, F3 égale à 100 kHz. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on aura? Pareil, je donne la valeur de x3. Ici, un x3 qui sera égal à 6,25. Attention. Voilà, donc on évolue pareil, le gain et déphasage à cette pulsation réduite, ici. Donc G de x3 et phi de x3. Voilà. Allez, je vous laisse calculer tout ça, et après qu'on a calculé tout ça, on pourra donner une forme numérique approcher une salle de sortie et faire un bilan sur, ici, la pleine largeur de votre trait. D'accord, mais vous aurez toujours besoin, là c'est la méthode calculatoire. Elle ne marque que si vous avez la pulsation de coupure. Hein. Sinon, vous pouvez faire un relevé graphique. D'accord, ce qu'on fera lundi matin. D'accord. Donc là, allez, je vous laisse calculer les gains et les différentes valeurs de déphasage pour les fréquences. Donc là, on passe directement par la fonction de transfert. Comme on connaît la coupure, il n'y a pas de souci. Ma fiche bilan. Ouais. Ouais. 10-2. Après le 0,89. 0,06. En X1. 0,06. Ouais. Ok. Donc vous avez calculé tout ça, on peut en déduire la forme, l'expression numérique approchée. Donc on en déduit finalement l'expression numérique approchée. Donc on en déduit ici l'expression numérique approchée du signal de sortie. Donc on a les amplitudes ici et les déphasages correspondants. Donc une expression numérique approchée du signal de sortie. C'est-à-dire qu'ici on va dire environ égal. Donc ce sera S de T. Donc ce qu'il faut, c'est les coefficients qui sont devant le E0.
plus un dernier pour la route, E0 cos de pi F3T plus un déphasage. Cos de pi F3T plus. Voilà, donc j'insiste sur le environ égal. Alors pourquoi environ égal? Parce qu'on fait des erreurs d'arrondi. Hein. Vous arrondissez à deux chiffres négatifs. Donc ce n'est pas la valeur exacte ici. Voilà, donc s'il manque ces valeurs ici du gain et du déphasage, correspondant aussi aux fréquences F1, F2, F3. Une fois qu'on aura ça, voilà, on pourra faire directement ici l'expression numérique approchée. Après, faire une synthèse de tout ça. D'accord? Voilà. Allez, je vais se calculer. Combien pour le faire? 10-2. Ouais, c'est pour la deuxième. Ouais, sauf que, attention, c'est 10-3. 10-3. Pour F1, j'ai changé. C'est 10-3, d'accord. Donc change, attention, hein, pour X1, attention, X1 vaut 6-10-3, X2 vaut 6-10-2, X3 vaut 6,25. Ouais, donc 6-10-3, c'est ça, je vais prendre 56. Et là, tu as à peu près 6 par 6-2, 1,51. Pour la tangente. Et 9. Et pour le gain, tu dis combien? 100 Hz. Ouais. Et 0,89. J'ai 0,89. J'ai 0,89. Donc toi, tu as 0,98. Ah, peut-être 0,98. Ah, je me suis trompé. J'ai inversé le 8 et le 9. Donc j'ai 0,89, toi t'as 0,98. Attends. T'as combien pour X3? T'as 6,25. Ouais. Peut-être moi qui ai inversé. Ouais. Après c'est ça, 6,25. Divisé par 1 plus. Ouais, c'est ça. Donc c'est 0,98. Oui, je me suis 0,89. Ouais, c'est 0,98. Merci. 0,98. Là pour le gain. Déphasage 1,56. Alors pareil, c'est du radian, 1,56. Non. Si 1,56 pour phi de X3. Oui, donc 0. 0,58. 0,158. Oui. 0. Qu'est-ce que j'ai fait? Ouais, 0,158. D'accord. G de X2. 6. 10 moins 2. Et là, 6. 10 moins 3. Ouais. Alors, pas que je me trompe. 1,51. Phi de X2. Et combien? 1,53, c'est ça? 1,56? 1,56 pour phi de X1. Ok. Alors, attention, les phi, ce sont des radians. Ce que vous faites, bah, pour le premier, vous multipliez par 6 10 moins 3. Donc ça fait 6. Alors, je vais mettre en bleu. Je vais garder le code couleur. Donc là, on aura 6 10 moins 3 plus 1,56. Voilà. Le deuxième terme, on aura 6 10 moins 2. 6 10 moins 2 ici. D'accord. J'ajoute un 1,51 radian. Là, en E0, 0,98. Ici, plus 0,16. Voilà. Alors, une fois que vous avez tout ça, je vais tout effacer. Je vais tout effacer, juste ce qui est en bas. Bah, j'essaie d'effacer uniquement ce qui est en bas. Allez. J'essaie de. Voilà, ça devrait passer. J'écrirai moins de choses que tout à l'heure. Donc ça. Donc schéma bilan. Hop. Alors par contre, ça sera dans la case centrale qui va prendre plus de place. Là, j'aurai un filtre linéaire ici. D'accord. Donc R, L.
Là, il faut rappeler par contre la fonction de transfert h bar de Gx. Donc je vais rappeler ici, j'avais noté en bleu, je crois que je vais garder ça les mêmes couleurs. Allons-y. Donc h bar de Gx. Donc on avait x sur racine de 1 plus x carré exponentielle j fois arctangente. Donc ça c'est pour l'approche théorique, hein, expression littérale. Tac, tac, tac. Ça c'est filtre ici. J'ajoute peut-être la fréquence de coupure à 16 kHz. Donc FC, j'ajoute quand même la fréquence de coupure à 16 kHz ici dans la caractéristique du filtre linéaire. Donc j'encadre tout ça, 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 ça. Voilà. Et qu'est-ce que je mets en entrée? Donc on a un signal d'entrée ici périodique. Et en fait, on vous donne les 3 premiers termes du développement en série de Fourier. Donc je reprends. Alors. E0 cos 2pi f1 t plus E0 cos 2pi f2 t. Ça c'est l'harmonique qui vibre à f2 plus E0 cos 2pi f3 t. Ouais. Et là, ce qu'on peut faire, c'est, bon, j'ai un peu passé en dessous, c'est le spectre de Fourier, en amplitude du signal d'entrée, d'accord? Donc là, on y va, tac, E indice n, les fréquences f correspondantes, f1, f2, f3, donc je ne respecte pas les échelles vu la donnée ici, f1, f2, f3. Et on a de la chance, ce sont les mêmes amplitudes. Donc les 3 barres seront à E0. Donc je place ici, on va dire f1, f1, f2, et je vais placer ici f3. Donc pour ceux qui sont en distance, je vais placer mes fréquences f1, f2, f3. Alors l'échelle ne sera pas respectée, hein, d'accord, ici. Par contre, je vérifie bien que les 3 barres verticales ont même hauteur, E0. Donc ici, on aura E0 aussi, et ici E0 aussi. D'accord, donc E0 une fois, E0 deux fois, E0 trois fois. D'accord, voilà. Et ça, ensuite, en sortie du filtre linéaire, on aura, voilà, par linéarité du filtre, par linéarité, voilà, du filtre, voilà, le signal de sortie s'écrit. Alors, pareil, j'ai noté S de T, donc environ égal. Donc je marque en bleu ici le rôle, l'impact du filtre linéaire. Donc on reprend ici 6, 10, moins 3. Donc on aura 6, 10, moins 3, E0 cos de pi F1 T. Je déphase de 1,56 radians. Je déphase de 1,56 radians. Ok. Ensuite, 6, 10, moins 2. Donc l'amplitude de l'harmonique qui vibre à F2 multiplié par 6, 10, moins 2. Donc 6, 10, moins 2, E0 cos de 2pi F de T. Cette fois-ci, je déphase de 1,51. Je déphase de 1,51. Je ferme la parenthèse. Je vais essayer de la mettre là. Je vais la mettre ici. Plus 0,98. 0,98 fois E0 cos 2pi F3T. Et là, je déphase de 0,16 radians. Voilà. Et là, je peux rajouter le spectre de Fourier en amplitude du signal de sortie. Où là, cette fois-ci, je ne suis pas E0. Hein, au contraire, vous voyez, je suis à 6, 3, E0, 6, 2, E0, et presque un E0 au final. C'est-à-dire qu'il y a une composante qui est pratiquement préservée. La fréquence, ici, la vibration qui vibre à F3 est pratiquement préservée en amplitude. Alors, il y aura toujours un déphasage. Mais on demande uniquement ici le spectre de Fourier en amplitude, pas en phase. D'accord? Donc on y va, je vais rajouter ici, non, là on verra rien. Je vais faire là-haut, ici le spectre, d'accord, je fais là-haut. Donc désolé pour le petit décalage. Le spectre des ici Sn, spectre de Fourier d'amplitude en sortie. Donc je reprends ici les fréquences.
F1, d'accord, F2 et F3. Donc 1, 2, 3. Ma référence c'est E0, ici. La référence c'est E0. En sortie, la composante spectrale à fréquence F1 n'est pas E0, elle a 6-10-3 E0. Donc là, je vais faire quelque chose de relativement petit. Petit comme ceci. Alors bien sûr, ici, je vais faire un peu plus grand pour que ceux qui sont en distance le voient également. Là, il faudrait qu'on soit à 6-3 E0. D'accord? Donc je le fais quand même relativement grand. Ici, donc là, on a une barre verticale, ici, de 6-10-3 E0. D'accord? Pour l'harmonique qui vibre à F1. Bon. Pour l'harmonique qui vibre à F2 cette fois-ci. À F2, on est à combien? On est là, on est à 6-10-2. On est 10 fois plus élevé, mais on ne le verra pas. Ici, donc je vais faire comme ceci. D'accord? Donc là, je suis à 6, 10 puissance moins 2 E0. D'accord? Ouais. Et là, dernier, on est pratiquement à E0. On est à 0,98. Hein. Donc là, on est presque à E0. On est légèrement en dessous. Voilà. Donc là, on est à 6, 0,98, pardon. 0,98 E0. Et là, on est complet. D'accord, sur l'action du filtre, sur un salle d'entrée, ici, périodique. Spectre de Fourier, d'accord, en entrée, spectre de Fourier en sortie. Et expression numérique approchée du signal de sortie, d'accord, compte tenu de, ici, cette fonction de transfert H bar de G. Alors attention, ça n'est possible que si on vous donne ceci. Si on n'a pas les fréquences de coupure, on passera par une méthode graphique. Méthode graphique que l'on verra lundi matin, c'est la fin de l'exo. Où on va lire le diagramme de Bode. Et pour lire sur le diagramme de Bode, il va falloir extraire l'information sur les gains et déphasages correspondants, d'accord, aux pulsations réduites. Donc c'est une lecture graphique, d'accord. Voilà. Donc c'est bon pour moi aujourd'hui, pour cette partie courte, d'accord. Pour la partie élec.